Bien le bonsoir, voici les titres de cette édition avec tout d'abord ce coup de théâtre dans la sphère parlementaire. La commission des lois du Sénat rejette les derniers projets de loi votés par l'Assemblée nationale. Il s'agit de la suppression du Sénat, de la vice-présidence et du Conseil économique et social. Dans l'actualité ce soir également, le répit des condamnés à mort sénégalais en Gambie. Yaya Jammeh s'engage à suspendre les exécutions jusqu'en fin d'année. C'est ce qu'indique le prédécesseur d'Abdoul Mbaye, Souleymane Ndéné Ndiaye, l'ancien Premier ministre, en visite en Gambie, précise que les prisonniers sénégalais dans le couloir de la mort sont au nombre de 25. La feuille de route du Premier ministre ne convainc pas les syndicats d'enseignants. Une meilleure prise en charge de leurs revendications ferait du bien au système éducatif. Le système éducatif dont nous verrons les principaux points noirs dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, ce blocage opéré par la commission des lois du Sénat. Les sénateurs qui ont taclé donc les députés suite au vote des derniers projets de loi. Le Sénat a rejeté donc cet après-midi la suppression de l'institution. Donc le Sénat qui refuse de mourir. Il y a également ce rejet du projet de loi qui concerne la vice-présidence et également le Conseil économique et social. Nous sommes avec le professeur Abdoulaye Dieye, constitutionnaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, le Sénat vient justement de rejeter ces projets de loi votés par les députés. Aujourd'hui, quelle appréciation, tout d'abord, vous en faites? Je ne suis pas surpris. Comment? Je ne suis pas du tout surpris par le rejet du projet par la commission des lois du Sénat. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure de révision comporte 3 étapes et nous n'en sommes qu'à la 2e étape. Nous en sommes à la 2e étape. Et à ce niveau, le refus d'adoption du projet par le Sénat n'a pas une grande portée. Ça n'arrête pas la procédure. Parce que l'article 71 de la Constitution prévoit qu'en cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, l'Assemblée nationale statue définitivement. Donc, vous voyez bien qu'ici, on a bien prévu dans la Constitution cette hypothèse où l'Assemblée et le Sénat ne sont pas d'accord par rapport à un projet. Ce qui est prévu ici, contrairement par exemple à ce qui se passe en France, ici, le refus du Sénat n'a pas de grande portée. La procédure se poursuit. Ça n'empêchera pas de passer à la 3e étape. La 3e étape? La 3e étape, ça va être c'est l'étape qui va rendre la procédure définitive, la révision définitive, c'est l'approbation. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui rend la procédure définitive. Très bien. Donc, pour résumer de façon plus concise, alors quels sont à présent les scénarios qui sont envisageables de manière plus large, plus globale? Dès l'instant que la commission des lois a rejeté, on peut présumer que le Sénat ne va pas adopter, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça n'empêchera pas la procédure de se poursuivre. Parce qu'encore une fois, si parfois on insistait sur l'inutilité du Sénat, c'est surtout par rapport à ce qui est prévu à l'article 71. Le refus par le Sénat d'adopter un projet adopté par l'Assemblée n'arrête pas la procédure. La procédure se poursuit. On donne le dernier mot à l'Assemblée qui va adopter définitivement et on considérera que le projet est adopté. On va passer à la 3e étape. Très bien. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Dieye, au sujet de ces éclairages qui concernent justement cette décision de la commission des lois du Sénat qui vient justement de prendre le contre-pied de l'Assemblée nationale qui a voté hier la suppression du Sénat, mais également de la vice-présidence et du Conseil économique et social. La suite de cette édition, ils sont 25 Sénégalais dans le couloir de la mort gambien. Une révélation de l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye qui soutient avoir obtenu du président gambien Yaya Jammeh la suspension des exécutions jusqu'en fin d'année. Selon lui, justement, les autorités diplomatiques sénégalaises sont au parfum de sa démarche officieuse. Écoutez-le au micro de RFM.
En tant qu'ancien Premier ministre et ayant pu sceller de bonnes relations avec le président Yahya Jammeh, je me suis senti le devoir d'entreprendre une démarche dans le sens d'infléchir sa position pour que les autres condamnés à mort qui sont dans les prisons ne soient pas exécutés. Et bien entendu, j'ai joint mes efforts à ceux entrepris par des autorités comme le président Aziz de la Bourissadi. Et le président Yahya Jammeh m'a assuré au bout de notre entretien que d'ici la fin de l'année, il ne laissera plus exécuter des condamnés à mort. Et il m'a dit que s'il en est arrivé là, c'est parce que depuis quelques semaines, ils enregistrent ici en Gambie une flambée de la criminalité. De plus en plus, les gens se disent qu'ils peuvent tuer impunément parce qu'au bout, même s'ils sont condamnés à mort, les décisions de condamnation ne sont jamais suivies d'effet. Ils ont compris qu'aujourd'hui, l'épée de Damoclès qui est sur la tête des condamnés à mort, c'est que, et peut-être dissuasif. Et je pense que le président Yahya Jammeh, un bon musulman, a accédé à ma requête ainsi qu'à celle de tous ceux qui m'ont précédé, mais il n'a pas accédé à ma demande de commuer les peines capitales en détention à perpétuité. Ça, c'est peut-être une cuisine interne à leur niveau. Et je tiens à préciser qu'avant de venir, j'avais pris soin d'informer Karim Badara Cissé, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, n'ayant pu parler directement à Macky Sall, je lui ai demandé aussi d'aviser le président, de l'informer. À mon retour à Dakar, je l'informerai depuis le président Macky Sall. Et puis nous revenons justement sur cette décision, mais qui précède le coup de théâtre intervenu cet après-midi au niveau du Sénat. Les travailleurs justement de l'institution seront redéployés dans la fonction publique et à l'Assemblée nationale. Donc ils ont rencontré le chef de l'État Macky Sall qui a accédé à leur demande. Les députés avaient validé la suppression de cette institution en plénière mercredi. Par la même occasion également le Conseil économique et social qui devenait le Conseil économique, social et environnemental, ce qui pour l'heure est en stand-by vu ce coup de théâtre de cet après-midi, donc le rejet de ce projet de loi par les sénateurs en vote rejeté donc cet après-midi. Les cartes donc du coup sont redistribuées. Vous avez entendu le constitutionnaliste Abdoulaye Dieye préciser que tout de même la procédure se poursuit, mais d'ici là, dans le cas où l'avenir justement désavouerait cette décision, quel serait le rôle de cette institution? C'est avec Alioune Diagne, Mar Dieng et Dissa Prera. C'est l'article 5 du projet de loi portant révision de la Constitution qui supprime le Conseil économique et social. Le même article institue le Conseil économique, social et environnemental. Cette nouvelle déclinaison permettra à l'institution de traiter les questions d'environnement, l'assainissement, l'érosion côtière, les déchets toxiques, les industries polluantes, tout y passe. Aujourd'hui, les débats sur l'économie verte sont au cœur de la problématique du développement, mais ne sont pas pris en compte par le Conseil économique et social tel que prévu par la Constitution. Cette réforme va élargir le champ de compétences de la structure. Aussi, la réforme devrait prendre en compte la représentativité encore plus proche de la réalité des couches socio-professionnelles. Dans sa présentation actuelle, le Conseil dispose d'une expertise dans les domaines économiques, social et culturel. Il est une assemblée consultative. Dissa Prera, la lecture défavorable des syndicats d'enseignants de la feuille de route du chef du gouvernement Abdoul Mbaye, le caractère prioritaire de l'éducation ne semble pas intégré à leur avis. Il précise qu'une meilleure prise en charge de leurs revendications serait également la bienvenue. Djibilay Diop et Louise Sarr. Malgré les ambitions déclinées pour solutionner la crise scolaire et apporter de nouvelles réformes sur l'éducation, les syndicalistes de l'enseignement restent sur leur faim par rapport au discours de politique générale du Premier ministre Abdoul Mbaye. Par rapport à l'éducation, il faut dire que nous avons constaté des limites. Il a surtout décrit l'école comme un secteur coûteux, parce qu'il a dit qu'en 10 ans, l'État du Sénégal a investi 2400 milliards dans l'école. Il le dit un peu avec regret. Mais ce que nous notons surtout, c'est qu'il n'a pas décrit l'école comme une priorité du gouvernement. Selon les syndicalistes, le sous-effectif de personnel qualifié et le manque de formation plombent le système éducatif. L'allocution du Premier ministre, il n'est question de l'enseignant. Il n'est question de la formation des enseignants. Il n'est question de la satisfaction et de la motivation des enseignants. Or, c'est cela qui doit permettre justement de procéder à une rupture d'avec ce qui s'est passé jusqu'à présent pour introduire le Sénégal dans le
des pays émergents. Nous pensons que pour un emploi efficient, en termes de stratégie de développement, cet emploi doit être précédé par l'éducation et la formation. Les syndicalistes de l'enseignement appellent à des négociations pour éviter une nouvelle crise scolaire. Nous attendons du gouvernement depuis depuis le 26 avril, de négociations sérieuses par rapport à un problème conjoncturel précis. Les enseignants sont meurtris, démoralisés, démotivés et précises. Il faut mettre le doigt sur les causes, trouver des solutions à ces problèmes-là. Si on veut une pacification durable du front social, il faut que le gouvernement de Abdoul Mbaye engage la réforme de la fonction publique pour véritablement réactualiser les textes en termes de la loi, notamment la loi 61-33, mais également les différents statuts des corps, pour que véritablement que nous puissions aller dans le sens d'une pacification durable du front social et permettre au Sénégal donc d'atteindre les engagements auxquels il a souscrit en termes d'objectifs du millénaire pour le développement. Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement de Abdoul Mbaye compte néanmoins organiser des concertations nationales sur l'éducation pour redynamiser le secteur. En attendant, les enseignants invitent l'État à faire de l'école une priorité. Et puis le système éducatif et ses limites, pour ne pas dire ses handicaps. Le Premier ministre dit réaliser les manquements relevés dans la qualité de l'enseignement, mais également les problèmes infrastructurels. Abdoul Mbaye approuve donc la nécessité d'opérer des réformes. En revanche, rien de tout cela n'est chiffré pour l'heure. Daniel Diouf. L'éducation absorbe tous les ans plus du 5e du budget de l'État selon le Premier ministre. En l'espace de 10 ans, les dépenses publiques pour l'éducation ont atteint plus de 2400 milliards. Beaucoup d'efforts consentis, a reconnu le chef du gouvernement sénégalais. N'empêche, l'éducation connaît toujours une dégradation de la qualité des enseignements et de faibles taux de réussite aux examens. Une offre de formation qui ne répond pas souvent aux besoins du marché de l'emploi. L'enseignement supérieur, en son état actuel, produit beaucoup de diplômés, mais non compétitifs sur le marché du travail. Le Premier ministre propose de nouvelles options de rupture. D'abord, elles passeront par une réforme des contenus pédagogiques et une rationalisation des moyens. Cette option intègre par ailleurs l'orientation des jeunes vers des filières scientifiques et techniques, mais également une évaluation permanente de la qualité des enseignements à tous les niveaux. En termes infrastructurels, le Premier ministre a annoncé un programme de résorption des abris provisoires et la réhabilitation des écoles vétustes. De grands centres de formation professionnelle spécialisés sont annoncés pour être créés dans les pôles régionaux de développement. Le secteur privé servira de partenaire. Dans l'enseignement supérieur, la carte universitaire sera élargie. Une deuxième université est prévue entre Diamniadio et Dakar et Kaolack abritera les locaux de l'université du Sine Saloum pour accueillir 15 000 étudiants. Des concertations nationales sont annoncées aussi sur l'éducation avec les partenaires sociaux. Mais la particularité de la déclaration de politique générale sur l'éducation, c'est qu'aucun chiffre ou échéancier n'a été annoncé. Daniel Diouf, nous parlons à présent de l'hébergement dans la capitale sénégalaise Dakar, les auberges qui toisent les établissements hôteliers. L'application de la loi en vigueur remettrait un peu d'ordre dans ce secteur. C'est du moins l'appréciation de certains Sénégalais. Alioune Diagne dit ça après rare. Bon, je pense que c'est une chose. L'État doit tout faire pour organiser cette histoire des auberges, parce que bon, c'est une forme aussi quelque part, si vous voulez, c'est une forme de banditisme. Hein. Vous m'excuserez un peu du terme, parce que je pense que n'importe qui peut rentrer dans une maison, y faire tout ce qu'il veut, et je pense que ça, c'est pas une bonne chose pour l'image du pays, quoi. Il faut qu'on passe d'abord à l'informatisation, c'est-à-dire on va essayer de voir en fait les auberges qui sont en règle avec la loi, les répertorier pour pouvoir passer de l'informel à formel, parce qu'il y a trop d'auberges informelles. En plus, en fait, dans les auberges, ils devraient faire en fait de sorte que quand un être humain entre, l'identification de cet être humain, d'où il vient, sa pièce d'identification exacte. C'est une chose qui est mauvaise ou pas, mais je pense qu'ils doivent organiser ce phénomène-là, à la limite pour savoir qui rentre, bon, et
pour lui faire quoi aussi? Ça aussi c'est important, quoi. Il y en a beaucoup au Sénégal, mais je pense qu'il faudrait une réglementation en vigueur. Parce qu'on ne pourrait pas aussi interdire totalement les auberges, parce qu'il faut respecter la volonté et la liberté individuelle des uns et des autres. Si une personne a besoin de fréquenter des auberges, il a la latitude de le faire. Mais ce qui est dangereux au Sénégal, c'est qu'il y a des maisons qui au départ n'étaient pas appropriées à ces genres d'activités, qui sont transformées en auberges au vu et au su de tout le monde, et que personne ne dit rien. Pour moi, il faudrait surtout corser la réglementation en vigueur. Toute personne qui entre dans une auberge soit identifiée, comme dans les hôtels, il signe un papier et tout, qu'on chasse que M. X ou bien Mme Y ou bien a été de passage à l'auberge telle, de telle heure à telle heure, pour qu'à chaque fois, quand il y a des scandales, qu'on puisse vraiment identifier la personne. Et pour moi, il faudrait tout simplement corser la réglementation en vigueur en ce sens, mais on ne pourrait pas fermer les auberges parce que c'est atteindre la volonté et l'intégrité des gens, vraiment. La place de l'information scientifique dans la gestion durable des inondations. Une réflexion s'est tenue donc autour de cette problématique. Une initiative de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée. Des propositions ont été dégagées pour une lutte efficace. Écoutez. Nous avons eu l'apport de scientifiques qui ont beaucoup plus recadré le problème des inondations. Vraiment en parlant du cadre physique qui constitue le problème, parce que ce fléau, pour quand même l'éradiquer, il faut bien connaître le cadre physique. Je pense que nous avons passé une très belle journée hier où nous avons eu des discussions entre les géologues, les hydrogéologues, les hydrologues, et où aussi les outils que nous utilisons ont été présentés. Et l'outil principal dont nous avons parlé et qui aide beaucoup à la décision en urgence, c'était la télédétection. Les propositions ne sont pas encore sorties. Nous allons mettre un plan d'action. Il faut bien comprendre notre fonctionnement. Nous nous sommes inspirés de ce que nous avons fait en 2006. Parce qu'en 2006, juste avant l'hivernage de 2006, lorsque son Excellence le Président de la République a été Premier ministre, et ce que nous avons dit dans le programme Yon New York Côté, nous avons dit qu'il faut faire l'état des lieux. L'état des lieux, aussi bien sur la connaissance, aller sur le terrain, vérifier, voir qu'est-ce qu'il y a eu comme modification physique et faire des propositions techniques valables. Une caravane de la santé dans le nord du Sénégal. L'association Santé Fouta réunit des chirurgiens, cardiologues, entre autres spécialistes, pour justement venir en aide aux populations du nord du pays. Le docteur Aliou Dia avec Fatima Ba. On choisit des villages qui ont déposé des dossiers de candidature. On fait une sélection. En prenant ces villages-là, maintenant, ils vont abriter ce qu'on appelle la caravane médicale. Laquelle caravane médicale qui sera dans un village. Par exemple, cette année, ça me fera l'occasion de citer ces villages qui sont choisis. Ndouloumadji Dembe et Founébé, qui sera le village site, et le village de Boynadji et le village de Tcharen, qui aura une sortie de 72 heures. Comment ça se passe? Les villages d'accueil auront pour tâche de faire tout ce qui est organisation, et l'ASFO a ce qu'on appelle les ressources humaines. On va amener les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes qui vont faire les consultations gratuites, qui vont dispenser un médicament, qui vont faire des extractions dentaires et faire des consultations de façon globale. Et on a la chance de travailler depuis que nous sommes formés avec la région médicale. On a compris que ces populations qui sont là-bas, elles n'ont pas la chance de bénéficier des soins de santé des meilleurs. Ils n'ont pas la chance de voir les médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des infirmiers de temps en temps. Du coup, ils se sont dit, autant essayer de venir en aide à ces populations-là. Reboisement de la mangrove dans le sud du Sénégal, en Casamance. Il s'agit donc de la deuxième édition de la semaine consacrée à cette opération. C'est un sujet de Bakary Konté, Thierno Laurent Mendy. Les jeunes et les femmes ont répondu nombreux à cette deuxième édition de reboisement de la mangrove. La communauté rurale de Djiredji a bénéficié de 2 km. Nous avons reboisé même à Djiredji presque tout le littoral en mangrove, et à Sédhiou aussi déjà nous voyons déjà les arbres qui ont été plantés l'année dernière commencent à bien pousser, et ça nous a davantage motivés pour venir encore renforcer le dispositif qui existe. Et on pense que ça c'est important, c'est vital même pour la population. Après Djiredji, la commune de Sédhiou et le village de Bakoum ont été aussi servis. Nous avons, c'est vrai, initié depuis l'année dernière cette activité qui va être une unité pour pouvoir reconstituer notre environnement. Ce matin, nous avons commencé par Djiredji où on était. Vous avez vu tout ce qui a été planté l'année dernière. Dieu merci, ça pousse très bien, c'est d'espoir.
Je crois qu'on va offrir au fleuve Casamance, plus particulièrement au fleuve de Sédhiou, la possibilité à tous ces poissons de venir encore repeupler notre environnement. Plusieurs collectivités locales de la région réclament ce programme pour lutter contre l'avancée de la langue salée. Je retrouve Mamfatou Ndoye pour la page des sports. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. On parle football avec la finale de la Coupe de la Ligue prévue samedi prochain. Vous savez, finale qui opposera l'AS Pikine à Niary Tally. La Ligue de Dakar prend ses dispositions et prône évidemment la non-violence à la veille de l'événement. Ainsi, une récompense est prévue pour le comité supporter le plus fair play, un acte inédit pour tout simplement favoriser la réussite de l'événement. C'est ce que nous dit Louis Lamotte, président donc de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Nous l'écoutons. Les positions qui sont prises, elles le sont de concert avec les clubs qui vont devoir jouer cette finale-là. Et comme vous le constaterez, elles tournent toutes autour de la question cruciale du fair play, de la violence, puisqu'effectivement nous avons été échaudés pendant tous les playoffs par des questions, j'allais dire, nouvelles de gestion de la violence de l'ordre. Et de ce point de vue, je pense que les deux équipes ont été suffisamment briefées, leurs supporters inclus, pour que les bonnes dispositions soient comprises, qui sont prises soient comprises. L'État également a joué sa partition et il entreprendra en tout cas de nous assurer un bon service d'ordre. Derrière, nous souhaitons lancer des messages, j'allais dire, de fair play et même mettre en jeu une prime du fair play à l'endroit des deux communautés de supporters. Et puis on parle à présent des phases nationales dans les petites catégories avec une réforme, voire une innovation, la décentralisation au niveau du Sénégal. Innovation annoncée ce matin par le président Augustin Senghor. Le président de la Fédération sénégalaise de football souhaite que la détection des jeunes talents se fasse sur l'ensemble du territoire sénégalais et que ces derniers puissent être orientés dans les sélections nationales. Compte rendu de cette conférence de presse avec Saïrin Sadio. Apporter des réformes dans la petite catégorie en décentralisant les compétitions, tel est l'objectif de la Fédération sénégalaise de football. Ce changement permettra au DTN de mieux faire son travail de détection. Les compétitions démarrent ce vendredi 14 septembre. Une rencontre aujourd'hui pour communiquer sur les phases nationales de petite catégorie qui vont se dérouler ce week-end, du vendredi au dimanche. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, les phases nationales de petite catégorie ont repris et ces phases nationales ont pour but de non seulement travailler dans notre objectif de formation de nos petites catégories, mais aussi de permettre à la DTN de faire son travail de détection. Des améliorations importantes sur la planification des matchs interligues sont aussi prises en compte par cette réforme. Pour cette saison, nous avons changé la formule. L'année dernière, vous le saviez, nous avions amené à Dakar l'ensemble des équipes des différentes ligues, ce qui faisait 14 pour les juniors et 14 pour les cadets ici à Dakar, et on avait joué pendant 15 jours. Mais cette année, nous avons changé de formule en proposant des déplacements, des matchs interligues. Donc pour les 8e et les quarts de finale, les équipes se sont déplacées de région en région pour se rencontrer. Et ce sont seulement les demi-finales et la finale qui se jouent à Dakar. Cette nouvelle formule nous coûtera, hors frais d'arbitrage, un montant de 25 millions. Et nous pensons que c'est important. Et ça permet aussi de montrer que les résultats que nous sommes en train d'avoir dans nos équipes nationales de jeunes sont liés intrinsèquement au travail qui se fera à la base. Ces changements qui visent à détecter de jeunes talents et à les orienter vers les sélections nationales seront certainement un socle pour le développement de notre CAN 2013, le tirage au sort pour les poules de la prochaine phase finale avancé de 48 heures, initialement prévu le 26 octobre. Ce tirage au sort se tiendra finalement le mercredi 24 octobre à Durban, soit une dizaine de jours avant la manche retour du premier tour des éliminatoires de la compétition. La phase finale de la CAN 2013 se tiendra en Afrique du Sud à partir du 19 janvier. Les pays qualifiés seront connus à l'issue de la manche retour du dernier tour des éliminatoires prévus entre les 12 et 14 Abdouaziz Diagne.
Notre credo, c'est une enfance citoyenne. Donc on travaille pour que les enfants sachent qu'ils sont des agents de développement demain. Donc c'est pour cela qu'on a trouvé juste de monter une association pour les accompagner. Nous, notre encadrement, c'est côté social, c'est de football, il y a des AS, il y a des associations économiques. Nous allons organiser une journée d'abord découverte sport, mais ce qui est important, qui va être le credo, qui va être le clou de cette manifestation, c'est la distribution de fournitures scolaires pour primer tous les 2 meilleurs élèves du groupe scolaire de la Médina et éventuellement les plus démunis. Donc nous aurons 300 fournitures scolaires à distribuer aux enfants, non seulement pour se substituer à leurs parents, mais pour montrer qu'au niveau de la Médina, ça doit être, c'est un foyer qui doit être un foyer phare. Voilà Khalifa pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci Mame Fatou Ndoye et à demain pour une nouvelle page des sports. Et puis je vous rappelle la principale information de ce soir, ce coup de théâtre dans la sphère parlementaire, donc la commission des lois du Sénat qui rejette les derniers projets de loi votés par les députés. Il s'agit donc de la suppression du Sénat, de la vice-présidence et du Conseil économique et social. Vous avez entendu les éclairages du constitutionnaliste Abdoulaye Dieye en début d'édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Bonsoir.